Bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde vidéo de la série sur les amplifications. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser non plus à l'amplificateur opérationnel, mais aux transistors. Alors les transistors, on va pas pouvoir les couvrir intégralement sur cette vidéo, je vais partager ça en, je sais pas, peut-être 3 ou 4 vidéos. On verra au fur et à mesure comment ça va se goupiller. Donc on va parler des transistors. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un transistor et comment on va pouvoir l'utiliser. Alors, on parlera donc de principes de fonctionnement et des systèmes de polarisation qu'on pourra utiliser. Alors, le transistor, vous pouvez l'assimiler à un robinet. Vous avez un robinet d'eau. Un robinet d'eau, comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez un château d'eau d'un côté, qui va vous apporter une certaine pression, qui est latente, qui est en attente sur le robinet. Vous avez une utilisation de l'autre côté. Alors, vous n'avez pas tout le débit du château d'eau, d'accord? Mais selon comment votre robinet va être ouvert, vous allez pouvoir en avoir plus ou moins. Et surtout, vous ne pourrez jamais avoir plus de débit dans votre tuyau que ce que le château d'eau est capable de vous fournir. Et on a un troisième point, à savoir un actionneur qui va venir actionner ce petit robinet et donc contrôler le débit qu'on va avoir dans le tuyau. Donc ça c'est le principe général du transistor, l'analogie qu'on pourrait en faire. Pour des raisons de forme, on va le ramener plutôt sur ce principe-là, donc on va avoir le tuyau avec notre robinet posé au milieu. On est toujours sur le même principe, cette fois-ci on aura toujours notre château d'eau d'un côté, on va avoir notre tuyau d'arrosage de l'autre, et un actionneur d'un autre côté. Donc en fonction de l'action de la main sur le robinet, on va avoir plus ou moins d'eau qui va passer du château d'eau vers le tuyau. Donc le fonctionnement de base du transistor reste toujours le même. Maintenant, on va le voir de façon un petit peu plus formelle. On va donc avoir deux modèles de transistors qui vont cohabiter. Un premier modèle qui va être assimilable à un système de diodes, à savoir qu'il s'agit d'un semi-conducteur avec plusieurs zones qui vont avoir des dopages opposés, et donc on va créer un système de jonction au milieu. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les transistors bipolaires, ou qu'on écrit T0. On a la base qui va être là où habituellement on rentrera la commande, la donnée, l'information si vous voulez. C'est la main sur le robinet. On va avoir le collecteur, nos TC, qui lui va être un petit peu raccordé au VCC, hein, c'est lui qui va avoir la puissance, la pression, et on va avoir l'émetteur derrière. Le principe de fonctionnement du T0, eh bien c'est ça, c'est que si on rentre un courant sur la base, le courant qui va passer à travers le collecteur va être égal à bêta fois le courant de la base. Bêta étant un coefficient multiplicateur propre au transistor. Bien sûr, on va être limité par le château d'eau qu'on aura branché sur notre transistor, à savoir la puissance qui sera disponible à son niveau. Néanmoins, c'est bien ça qu'il faut retenir, c'est qu'on rentre un courant sur la base et ça va nous permettre de faire passer plus ou moins de courant au niveau du collecteur. On a une deuxième famille de transistors qui elle va être basée sur un effet de rayonnement magnétique, donc qu'on appelle un effet de champ, où là on a quelque chose d'à peu près similaire. Donc les transistors à effet de champ, cette fois-ci on n'a plus base, émetteur, collecteur, mais grille, source et drain. Les fonctions vont être à peu près les mêmes, et vous verrez que dans les montages on ne fera aucune différence, on les branchera de la même façon. La différence fondamentale, c'est que cette fois-ci c'est la différence de tension. Donc c'est la tension aux bornes de la grille et de la source, qui elle, va être amplifiée sous forme de courant au niveau du drain. C'est-à-dire que plus la tension entre la grille et la source va être forte, et plus il y aura de courant qui passera dans le drain. Cette fois-ci, le coefficient n'est plus le bêta, c'est un S en fait, mais c'est le coefficient de conductivité qui lui va être modifié, mais fondamentalement on est sur la même chose, c'est-à-dire qu'on a une commande et un coefficient qui va nous multiplier le courant. Le gros avantage du TEC, c'est que étant commandé en tension, on n'a pas besoin d'envoyer de courant sur la grille, et donc dans ce cas-là, il ne consomme pas de courant. Donc, d'un point de vue bilan énergétique, c'est beaucoup plus rentable. On aura deux types pour les transistors bipolaires, c'est-à-dire on aura ce qu'on appelle des NPN, donc avec les jonctions qui sont polarisées comme on le voit, ou PNP, ce sera possible aussi. On verra les différences au niveau de l'utilisation. Concernant le TEC, on parlera surtout du mode de polarisation de ce qu'on appelle le canal, c'est-à-dire entre le drain et la source, et donc ce canal pourrait être un canal N ou un canal P. Voilà, encore une fois,
on le notera de différentes façons. En termes de symbologie, eh bien, vous voyez que c'est assez similaire, on se retrouve toujours avec ce phénomène de jonction qui est un peu marqué. Je vous invite à apprendre réellement et à bien comprendre la partie bipolaire, et ça vous permettra de le retranscrire très facilement sur le TEC. On a donc cette base qui est facile à identifier puisque c'est elle qui arrive, et on voit la double jonction qui part de cette base. Et au niveau de l'émetteur, le sens de la jonction est représenté. On peut l'assimiler comme ça. Vous voyez que cette flèche va nous donner un certain sens. Là, ici, elle sort du transistor. Si elle sort, on peut dire qu'elle est non pénétrante. Elle ne pénètre pas dans le transistor. On a donc affaire à un transistor bipolaire NPN. Et on va regarder, vous voyez le sens de voyage de cette flèche, elle va de la base vers l'émetteur. Et bien si vous allez sur le TEC, puisque sur le TEC la flèche n'est plus du tout placée au même endroit, vous regardez, vous voyez que le sens est le même, et bien dans ce cas-là, on s'embête pas, on est sur un canal N. C'est-à-dire que c'était un NPN pour un T0, ça devient un canal N pour un TEC. Ce qui permet de les identifier. C'est pour ça que je vous dis, reportez-vous vraiment sur l'identification au niveau du T0, et vous serez capable de faire l'identification sur le TEC. Si vous partez directement sur le TEC, vous pouvez vous mélanger les pinceaux au niveau des moyens mnémotechniques. A l'inverse, si en symbologie vous voyez que la flèche repart dans l'autre sens, on va toujours regarder cette flèche-là, cette fois-ci elle est pénétrante, c'est-à-dire que c'est un PNP. C'est quand même assez facile à retenir, et donc, encore une fois, on va regarder le sens de la flèche, et on voit que sur le TEC, eh bien, elle est représentée dans le même sens. On a donc le même type de fonctionnement. Cette fois-ci, c'est un canal P. Voilà, ça c'est pour l'identification sur les plans. Cette identification est importante parce que c'est elle qui va déterminer comment vous devez brancher votre transistor derrière. Justement, en parlant de ces branchements, on voit qu'un transistor est assimilable, quel que soit son type, que ce soit un TEC ou un T0, c'est assimilable à une double jonction. Une double jonction qu'on représentera comme deux diodes, d'accord? Attention, ça ne veut pas dire qu'on peut remplacer un transistor par deux diodes. Mais dans certains principes de fonctionnement, ça peut, dans certaines limites, l'analogie peut être faite. Et donc, si on a nos deux jonctions qui sont représentées comme ça, vous voyez que c'est assez simple de les représenter dans le bon sens, puisque systématiquement, les jonctions sont représentées dans le même sens que sur le T0. Vous voyez que là, elle est non pénétrante, hop, et on a les flèches qui s'écartent, et quand elle est sur le PNP, à ce moment-là, les deux jonctions pointent vers la base. Bon, et bien, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, en régime normal d'amplification, c'est-à-dire si on veut faire de l'amplification avec un transistor, eh bien, il va falloir que la jonction entre la base et le collecteur soit branchée en inverse, et que la jonction entre la base et l'émetteur soit branchée en direct. Ça, ce sera vrai que ce soit un NPN ou un PNP. Si on se rapporte sur notre schéma, ça veut nous dire quoi? Eh bien, ça va nous dire qu'il faut que la diode du haut, là, soit bloquée. Il va donc falloir plus de potentiel sur le collecteur que sur la base. Ainsi, la diode sera bloquée. Et par contre, il faut que la seconde soit passante. Cette fois-ci, on aura donc moins de potentiel sur l'émetteur que sur la base. Donc si vous avez ce type de polarisation, plus, et plus, à ce moment-là, vous êtes en régime normal d'amplification. Pour un T0, en NPN. Concernant le PNP, eh bien c'est exactement l'inverse. Et maintenant, concernant le TEC, alors là, les conditions de polarisation sont différentes, puisque cette fois-ci, il faut que les jonctions soient bloquées, qu'on soit sur un canal N ou sur un canal P. On va donc reporter nos exigences de polarisation en fonction du blocage de ces jonctions. On a donc ce type de potentiel à répartir sur un canal N et ainsi sur un canal P. Alors bien évidemment, c'est pas à prendre par cœur, ce qu'il va falloir retenir, c'est que sur un T0, on va avoir la jonction BC qui va être en inverse et la jonction BE en direct, ça on peut pas y couper, et sur un TEC, on sait que toutes les jonctions doivent être en inverse. C'est à nous après de retrouver, de recalculer et de redéfinir un petit peu toutes ces données de polarisation. Comment on va pouvoir créer des potentiels différents sur un transistor? Eh bien pour ça, rappelez-vous, en amplification, on utilise une source de puissance, d'accord, qui va fournir l'énergie à notre amplificateur. Eh bien on va utiliser cette source de puissance, et qui va être du courant continu la plupart du temps, et ce courant continu, eh bien tout simplement on va pouvoir le rediviser en créant tout un système de ponts diviseurs de tension. Et on aura ainsi les bons potentiels qu'on pourra venir placer comme on le souhaite. Dans la pratique, ça va nous donner quoi? Eh bien ça va nous donner que notre source de puissance de notre amplificateur, ça va être un VCC,
qu'on va venir installer ici, et on va créer un réseau de ponts diviseurs de tension autour. On va avoir donc 4 résistances, une résistance sur le collecteur, une sur l'émetteur, 2 sur la base, et en jouant sur les valeurs de ces résistances, on va venir créer les potentiels qui nous intéressent. En l'occurrence, comme on est sur un PNP, on va chercher à créer les potentiels comme indiqué ici. Par contre, le problème c'est que si j'installe du continu quelque part dans mon circuit, forcément je vais avoir mon signal d'entrée en amont, mon signal de sortie en aval. Ces signaux-là, il va pas falloir qu'ils soient perturbés par l'arrivée de ce signal continu. On va donc venir mettre en place, pour protéger tout ça, des systèmes qui vont nous permettre de couper le continu. Et le plus simple pour couper le continu, ça reste de mettre des condensateurs. C'est ce qu'on appellera des condensateurs de liaison. On en placera un en amont et un en aval. Ce schéma vraiment va être celui qu'on va retrouver sur tous nos montages d'amplification par transistor. Donc là, il est à retenir. Ne marquez pas les plus, puisque ceux-là vont dépendre du type de transistor que l'on va mettre. Mais ainsi, on va créer pour notre transistor un environnement qui lui permet de passer en amplification. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les principes vous aura plu. À partir de la suivante, on va rentrer dans les fonctions un petit peu plus avancées. Le but du jeu va être de dégrossir au maximum toutes ces notions de transistor en régime d'amplification. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions, et à la prochaine.